Game of Thrones, si tu regardes ça demain, c'est quoi ? C'est des histoires d'amour, même négatives, c'est-à-dire j'ai trompé ma femme, et comment ne pas payer ses impôts, et c'est quoi on mange ce soir. Vraiment, c'est ça tout le temps, tu vois. Et de temps en temps, ils doivent sauver le monde, mais d'abord, ce soir, on va manger, tu vois. C'est important, voilà. Je vais au magasin, et je m'achète une tenue argentée, et voilà, et je vais faire un discours, et il y a beaucoup, et c'est les moments préférés, parce que c'est des moments vaudevillesques, qui sont Astérix, qui sont français, et ça, j'aime beaucoup. Déjà évoqué avec Julien Blondel et Mathieu Gabory, les jeux de rôle sont un média fondateur pour nombre de créateurs et d'auteurs de bandes dessinées, jeux vidéo, livres et séries télé. J'avais envie d'y consacrer un épisode afin d'en parler et d'explorer cette curiosité d'un autre temps qui, après s'être quelque peu assoupie, refait de plus en plus surface. Pour ce faire, j'ai convié Fibre Tigre, auteur spécialiste de fiction interactive, créateur et animateur de Game of Roll sur Twitch, dans un format qui se nomme des Actual Play, et concepteur du jeu de rôle Aria. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Quel est le but ? À qui s'adresse-t-il ? Qu'est-ce qu'un maître du jeu ? Quelle est la recette de Fibre Tigre pour construire un espace de confiance et d'amusement autour d'une table ? Quelles sont les idées reçues sur ce média ? À quoi servent les objets fétiches des aficionados, à savoir les dés, l'écran du MJ, les fiches de perso ? Qu'est-ce qui rend une campagne mémorable ? Enfin, pourquoi les jeux de rôle se traînent-ils encore parfois une mauvaise réputation ? Après un long et périlleux voyage à dos de Rare, un animal exotique et longiforme, tu entres dans la taverne du dialogue intéressant, tu prends place contre le mur près de la fenêtre, une serveuse rousse, bien portante, te sourit et te rejoint. Qu'est-ce que je vous sers, messire ? À toi. Bonjour, c'est Fibre Tigre. C'est tout ce que tu lui dis ? On fait un jeu de rôle. Tu comptes pas d'alcool pour moi, s'il vous plaît. Ok. Un petit verre d'eau sera très bien. Ok, ça marche. C'est quoi le secret d'une bonne amorce d'aventure ? C'est une très très bonne question parce que c'est extrêmement technique et beaucoup plus. Et d'ailleurs, en fait, c'est intéressant parce que beaucoup de gens veulent être auteurs, en tout cas auteurs dans le cadre de mon équipe. Et il faut voir que mon métier, qui est de faire des jeux de rôle, il n'est pas normalisé. C'est-à-dire que chacun fait sa tambouille et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a souvent des querelles d'ego ou des visions différentes parce que c'est assez proche d'une pratique artistique puisque chacun a sa vision. Et moi, j'ai une vision très technique des choses et j'ai une vision effectivement des descriptions extrêmement cadrées qui commencent par... Donc une description, elle doit faire 4 lignes, 5 lignes maximum. Elle implique directement dès la première phrase l'auteur, c'est-à-dire le joueur et les actions, c'est-à-dire vous entrez dans une taverne et ensuite on va décrire le moins important au plus important, c'est-à-dire on va dire, et surtout on va être factuel, c'est-à-dire on va dire il y a des tables en bois, il y a un comptoir, il y a 4 personnes là, et effectivement au milieu de la pièce il y a un dragon. Parce que si vous dites il y a un dragon, plus personne ne va vous entendre. Et tout ce que tu dis après ça va. Donc ils sont en train de noter et il y a un dragon. Wow. Donc il faut toujours terminer par le plus important. Et la description factuelle, c'est quelque chose qui est assez dur à faire. C'est-à-dire que souvent, que ce soit quand j'ai donné des cours en game design ou en narrative design, ou quand je recrute des gens, ou quand j'embauche des gens et ils écrivent pour moi, et que je leur demande des descriptions factuelles, c'est-à-dire s'il y a des tables et des chaises, tu dis qu'il y a des tables et des chaises, tu dis pas qu'il y a une atmosphère, voilà. Il faut pas que ce soit, il faut que ce soit très pratique, parce que ça reste un jeu technique. Voilà. C'est mon approche. Et, beaucoup de gens qui vont écouter ça vont la contester, c'est comme ça, mais c'est la mienne. Voilà. Parce que tu as peur que quand tu te perds dans des détails, les joueurs vont... tu les perds en fait ? Non, mais moi je fais des jeux de rôle en direct et qui sont pas coupés, cut. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on enregistre pendant 3 heures, au bout de 3 heures, on arrête et on va mettre en ligne directement sans aucun montage. Ouais, okay. Donc il faut pas qu'il y ait... Alors, je fais beaucoup de tout le temps et ça je le sais, mais il faut pas qu'il y ait de blanc. Il faut pas qu'il y ait de blanc. Dieu merci, j'ai des joueurs qui sont payés pour être joueurs. Donc quand tu vois que je commence à transpirer, à galérer, ils commencent à parler par-dessus de moi. mais oui, c'est-à-dire que si je commence à les empêtrer dans des métaphores ou des éléments peu importants, et j'encombre leur esprit, ils vont pas pouvoir réagir au quart de tour. Et moi, en fait, effectivement, je leur dis, il y a un coffret, une serveuse, un espion, et au final, une personne vient vers vous et vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? En fait, ils ont leur agenda qui est en train de se faire en direct, et ils peuvent tout de suite dire, je vais faire ça, 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 et ça va tout de suite. Et ça encore, c'est une contrainte qu'on se met, qui est dure, mais moi, j'ai travaillé chez Radio France, où il y a des exigences, notamment de son très particulières.
Et c'est encore pire, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de blanc chez France Info, mais en plus, il faut regarder la personne qui est en train de parler, et quand elle est en train de faire sa dernière syllabe, on mange sur elle, et on travaille. Donc il y a vraiment zéro blanc absolu, quoi. Voilà. Ouais, mais alors c'est chelou parce que du coup, t'es pas vraiment en train d'écouter parce que t'es déjà en train de penser à ta question. Enfin, bien sûr. Tu l'as déjà préparé. Mais moi, quand ils sont en train de me parler, vraiment, je suis à la fois en train de me dire qu'est-ce que je leur réponds, qu'est-ce qui est raccord avec le scénario, où est-ce que je vais les emmener, combien de temps il reste, et comment ça va déséquilibrer le jeu ou pas. Ouais. Ok. Attention, question ardue. Quel est cet objet? C'est un dé à 20 faces, un icosaèdre. Ou un isocaèdre. Comment t'appelles ça? Un icosaèdre. Un icosaèdre? Oui, comme un tétraèdre, mais ico. Il y a 20. C'est beau, j'aime bien. Je me demande si c'est isocaèdre. J'ai jamais vraiment su, parce que j'utilise pas les dés 20, figure-toi. Ok. J'utilise des dés à 10 faces. Ah, je suis déçu, c'est mon préféré. Oui, il est beau, hein. Je saurais pas dire. Je pense que c'est parce qu'il est plus rond que les autres, donc c'est quelque chose de plus chaleureux. C'est pas le plus rond. Je crois que c'est le D12 le plus rond. Ah, ok. Ah ouais, il y a le D100 aussi qui est très rond. Mais je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai, le D100, je l'avais oublié. Parce que mais là encore, le choix d'un dé, c'est quelque chose de très technique. Ouais. Par exemple, le D20 qui est utilisé dans Donjons et Dragons. La réussite catastrophique, c'est quand on fait un 1, et la réussite critique positive, c'est quand on fait un 20. Ok. Et ça veut dire que quand tu lances un dé, tu vas avoir quelque chose de spectaculairement catastrophique ou réussi, et tu as donc 2 chances sur 20, une chance sur 10. Quand on fonctionne avec un dé 100, on va avoir la marge de un dé à 100 faces, donc 2 dés à 10 faces. La marge de critique, elle est entre 0 et 10 et entre 90 et 100. Et quand on fait les calculs, ça fait 20 sur 100. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 10% de chance, on a 20% sur 100. On a 2 fois plus de chances d'être spectaculaire. Oh. C'est des petits trucs de passe-passe secrets qui font que les parties sont dynamiques. Ah. Alors, vas-y, tant qu'on est dans les dés, on a parlé du dé 12, tu m'as dit? Alors, il y a le dé... alors pour la blague, il y a le D1, c'est une boule. Il y a le D2, c'est une pièce. Le D3, il existe. Il est assez joli mathématiquement, mais en fait, pour pas se prendre la tête, souvent on lance un dé à 6 faces, le dé du Monopoly, on le divise par 2. Ah oui, ok, d'accord. Il y a le D4, c'est une pyramide. Le D5, j'en ai pas vu, mais ça doit exister, c'est pas très utile. Le D6, c'est le dé du Monopoly, il est plutôt intéressant. Sachant qu'il faut toujours garder en tête que la moyenne des points que tu fais quand tu lances un D6, c'est pas 3, c'est 3,5. Parce que, en gros, voilà, c'est trop. Bon, bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Ensuite, il y a le D8, le D10 que j'utilise beaucoup, et le D12, le D20 que tu as là. Ouais. Et après, on a des D64 et parfois on a un D100 qui est quasiment une boule. Attends, pardon, un D64 ? Ouais, un dé à 100 faces aussi, c'est quasiment une boule aussi. Ouais, le dé 100 faces, je crois que j'en ai déjà vu. Je crois que je dois avoir un dé à 64 faces chez moi. Mais 64, c'est chelou. Parce que c'est pas rond, du coup tu sais pas trop quoi en faire. Il y a des circonstances particulières pour le Enfin, j'ai dit ça, mais ça se trouve, il n'existe pas, mais je crois que c'est ça, ouais. Je crois que j'en suis pas certain. Mais Donc, ok, bon, il est super rare en tout cas. Voilà. Ok, d'accord. Bon. Et il y a des utilités particulières au dé ou c'est juste une préférence du MJ ou des joueurs ou... Bah si, là déjà je t'ai parlé de la marge des critiques qui est intéressante. Ouais. Mais après ça dépend du système de jeu. En fait, quand on fait un jeu de rôle, il y a plusieurs règles possibles. La règle du jeu de rôle le plus pratiqué au monde, qui est Donjons et Dragons, c'est un dé à 20 faces. Mais après, Warhammer, par exemple, qui est un solide jeu de rôle qui nous vient d'Angleterre, c'est des dés à 100 faces. Voilà. Et il y a des petites différences. Les différences sont mathématiques, c'est des différences de système. Je suis pas très fan du dé à 20 faces. Voilà. Ok, bon bah je le range alors, tant pis pour... Bah écoute, moi j'aimais bien il est pas moche, hein, il est très joli. Hein. Oui, surtout celui-là, regarde, en beau bois. On fantasmait au lycée, on se disait que c'est comme ça que les profs donnaient les notes en fait, selon le dé à 20 faces. Et le dé à... C'est le D4, on se dit, à chaque fois c'est une galère, on se dit on va jamais réussir à le faire rouler. Ouais, c'est vrai, il roule pas trop. Ouais. C'est une pyramide, donc voilà, pour ceux qui connaissent pas. C'est quoi un jeu de rôle ? Alors la définition est variable et moi-même en fait ce que je pratique, je dis que c'est du jeu de rôle parce que on va dire c'est un terme plutôt cool aujourd'hui, il n'a pas toujours été, mais c'est pas forcément du jeu de rôle. Mais en gros, si je devais le simplifier et dire une définition que la plupart des gens diraient c'est pas trop mal, c'est un jeu de société qui se joue à plusieurs. Donc on va dire, alors il y a des jeux de rôle solo. J'avoue, on peut jouer tout seul, mais... Ah ouais, ok. Mais ouais, il y a des jeux de rôle qui peuvent se jouer à plusieurs et on peut même imaginer
enfin, des jeux de rôle qui se jouent vraiment à beaucoup. Voilà. Moi, je fais en ce moment des murder parties où il y a de 50 à 100 personnes et on peut dire que c'est du jeu de rôle à beaucoup, quoi. Mais mais le bordel que ça doit être à organiser, à gérer. Ouais, faut être organisé, mais sinon voilà. Et sinon, donc le jeu de rôle, donc il y a un nombre variable de joueurs autour d'une table éventuellement, ça peut se faire à distance. Et normalement dans un jeu, comme les petits chevaux par exemple, on suit des règles et puis il y a un gagnant et il y a des perdants, ou le Monopoly. Là dans le jeu de rôle, on va interpréter des personnages qui vont évoluer dans une histoire qu'ils ne connaissent pas mais qui est racontée par quelqu'un qui s'appelle le maître de jeu. Et le but, effectivement, c'est de tous ensemble arriver au bout de l'histoire. Donc on pourrait voir que le maître de jeu est un peu un antagoniste, mais en fait c'est plutôt un metteur en scène qui va faire en sorte que l'histoire soit la plus intéressante possible. Et même parfois, quand ils ont prévu que à gauche il y a un truc génial et qu'à droite il y a rien de bien et qu'ils vont quand même à droite, le maître de jeu va dire allez, soyez sympa, allez à gauche. Je simplifie parce que le vrai bon maître de jeu prendra tout ce qui était à gauche et le mettra à droite. Mais en gros voilà, en gros on convient qu'on est là pour s'amuser. Et donc, on pourrait dire, certes, mais ça fonctionne comment si on peut tout faire, c'est un peu comme le multivers, il n'y a plus d'enjeux. Et donc, effectivement, le corpus de règles arrive. Aujourd'hui, les règles sont assez peu imaginatives. On pourra parler des paradigmes de règles, mais en gros, ce qu'on convient, une fois de plus, dans la majorité des cas, c'est que une action qui est a priori simple à réaliser, elle sera toujours réussie. Genre, tu vas acheter le pain chez le boulanger. Ok, il n'y a pas de problème. Une action qui a priori est impossible sera impossible, c'est-à-dire je veux sauter dans ce précipice de 200 mètres de profondeur et survivre, ben non, ça n'arrivera pas, voilà. Donc et tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire j'ai envie de sauter au-dessus de ce précipice et en fait il fait que 1 mètre de largeur. Normalement c'est faisable, mais il y a un mini risque quand même. Et dans ce cas, disons 2 mètres de largeur pour que ça plus qu'il y ait un vrai challenge. Ouais. Et dans ce cas-là, en fait, le squelette, le personnage, non seulement il a un nom et il a une personnalité interprétée par le joueur, mais il a aussi des statistiques. Par exemple, des statistiques d'athlétisme concernant le cas du précipice. Et on va les confronter à un système aléatoire. Ça peut être des dés comme ton dé, puis ça peut être des cartes, ça peut être n'importe quoi. Il y a parfois des jetons qu'on tire dans une urne. Et en gros, si je te dis, bah voilà, lance ton dé à 20 faces et fais moins de 15, et si tu fais moins de 15, t'as réussi à sauter par-dessus le précipice, et ben il faut, une fois que t'as ça en tête, bah tu lances ton dé ou pas, ou finalement tu te dégonfles. Voilà. C'est comme ça que le MJ il gère lancer de dé ou pas par rapport à la difficulté de l'action. Oui, alors ça c'est c'est le principe général. Après il y a différentes choses. Par exemple, moi je fais ça sans écran de jeu par exemple, mais parfois le maître de jeu a un écran de jeu, c'est-à-dire que en gros il dissimule son scénario avec une sorte de paravent et il va tirer les dés pour le joueur. Par exemple, tu es face à un ennemi, toi tu vas donner un coup d'épée, donc tu vas tirer un dé, moi je vais te donner un coup d'épée en tant qu'ennemi et je vais tirer un dé. Mais effectivement, si je regarde le résultat de mon dé et je m'aperçois que je t'ai décapité, peut-être j'ai pas envie en tant que maître de jeu que tu meurs tout de suite parce que on vient de jouer on a commencé la partie depuis 10 minutes. Donc à ce moment-là, il est convenu que le maître de jeu triche. Moi, comme je fais des jeux de rôle filmés qui sont censés avoir une forme de transparence et d'honnêteté, je n'utilise pas de paravent et je ne lance même pas de dés. Tout est décidé par des dés qui sont joués devant la caméra, enfin lancés devant une caméra par des joueurs. Voilà. Toi, t'as pas de dés du tout ? Moi, je lance pas de dés en tant que maître de jeu, non. Ok. Donc c'est toi qui décides si décapite ou pas, quoi. Oui, je lui dis, il y a une scène assez rigolote où à un moment il devait, mon joueur était le meilleur joueur d'échecs du monde. Voilà, il est le meilleur joueur d'échecs du monde, okay. Et donc son passe-temps consistait à défier les gens aux échecs. Un jour, il défie aux échecs le prince d'une cité. Il y a un énorme diamant sur la table, et je lui dis, tu lances les dés. Il ne faut pas faire 100. Il peut faire tous les chiffres entre 0 et 100, mais il ne faut pas faire 100. Il lance les dés sous les caméras, il fait 100 et il perd tout. Voilà. Et donc, quand ça arrive, c'est ça qui est palpitant. C'est-à-dire qu'effectivement, si je te dis, vraiment, si tu es sur le point d'avoir ce que tu convoites depuis toujours, il faut que tu lances les dés, il faut que tu fasses moins de 80. Mais si tu fais 81, tu perds la vie. Tu vois, il y a un véritable enjeu. Ton cœur y bat, c'est un risque. Ça fait des heures que tu joues avec ton personnage, tu l'aimes bien. C'est assez intéressant. Voilà. Ok. Comment tu t'es pris de passion pour cette occupation ? Alors moi j'aime bien le jeu de rôle. J'aimerais clarifier quelque chose, c'est que tu m'as invité pour que je parle du jeu de rôle. Ouais. Et le jeu de rôle dans la vie, on va plutôt préciser l'activité de faire du jeu de rôle filmé
diffusé sur Twitch et en podcast, c'est mon ticket gagnant au loto. C'est-à-dire que c'est un métier très cool, qui a beaucoup de succès et qui me rapporte de l'argent, mais genre bien, de façon inimaginablement bien pour ce que c'est cool, quoi. Ouais. Mais c'est pas ma passion. Ok. C'est-à-dire que moi j'aime bien raconter des histoires sur tout support. J'ai travaillé sur des jeux vidéo, j'ai fait des fictions sur Wattpad, j'ai fait des fictions audio, je sors une fiction audio cet été, tu vois, pour le kiff. Et le jeu de rôle, j'adore ça, mais évidemment, comme je dis souvent, on me pose souvent la question, tu fais des jeux de rôle, c'est toi le week-end? Je dis bah non, de la même façon qu'un plombier, il répare pas des radiateurs chez le week-end pour le kiff, quoi. Et parce que c'est devenu mon taf. Le jour où ce sera plus mon travail, oui, je pense que je referai des jeux de rôle pour m'amuser. Et donc pour moi, j'ai 48 ans, donc je suis né en 1978, et effectivement, j'étais dans la vague où ce qui était trop cool, c'était les livres dont vous êtes le héros et les jeux de rôle dans les années 80, avant que les jeux vidéo arrivent et avant que il y a aussi des petits malaises sociétaux liés aux jeux de rôle, qui fait que ça est devenu moins cool. Mais j'ai beaucoup pratiqué ça parce que on n'a pas forcément une enfance, on va dire, fortunée. Et le jeu de rôle, il avait une promesse. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Il avait une promesse, c'est que tu dépenses 150 francs. Tu vas acheter un livre et tu vas jouer toute ta vie avec. Contrairement à un jeu vidéo, tu vas dépenser 400 francs et tu vas jouer, 40 heures avec, et après c'est terminé, il faut acheter un autre jeu vidéo. Et donc ça, c'était intéressant, et bon, bah voilà, c'est le loisir des gamins qui sont bons en maths et en français, quoi. Non. Des loisirs, ok, résumé comme ça. Tu parles de la phase où un peu diabolique, où les jeux de rôle ont été pris pour Oui. enfin, je sais pas. En fait, il y a une émission qui s'appelait Bal et Masque de Mireille Dumas, qui était bien suivie, et dans lequel un intervenant, sans contradiction, a associé le jeu de rôle à des pratiques satanistes. Ça a été démultiplié, ça a été le scandale, et ça a abouti à beaucoup de fermetures d'établissements qui pratiquaient le jeu de rôle, à l'effondrement de l'économie du jeu de rôle, et d'ailleurs il s'en est jamais remis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu de rôle c'est perçu comme cool. Toi tu as un petit dé, mais est-ce que tu fais du jeu de rôle ce week-end? Je pense pas. Et en gros, aujourd'hui le jeu de rôle a une texture cool, mais il est beaucoup moins pratiqué qu'avant. C'est cool de dire jeu de rôle, c'est cool de dire je regarde du jeu de rôle, c'est cool de connaître ce qu'est un jeu de rôle, mais est-ce qu'il est pratiqué? Non, et je le comprends parce que jeu de rôle aujourd'hui, si tu veux le pratiquer, il faut réunir 5 personnes chez toi. Donc déjà, il faut avoir la surface, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'appartements. Il faut taffer un scénario bien, quoi. Il faut apprendre des règles. Parfois, si tu joues au jeu de rôle le plus populaire qui est Donjons Dragons, il y a vraiment beaucoup de règles, et c'est fatigant, quoi. C'est beaucoup de contraintes, quoi. Voilà, c'est tellement simple de lancer World of Warcraft à côté. Donc et d'avoir une expérience qui est en tout cas quand ce qui concerne les jeux de rôle dans lesquels tu explores des donjons et tu tues des orques, qui est la même chose, quoi, tu vois. Alors du coup, qu'est-ce que t'amène le jeu de rôle que t'amène pas les autres formes de divertissement? En fait, on pourrait dire plutôt, on va reformuler la question. Pourquoi des gens regardent des gens jouer à des jeux de rôle sur Twitch? Quel est l'intérêt? Pourquoi En fait, c'est une très bonne question. Elle est centrale à mon métier, et la réponse change tout le temps. Et jusqu'à présent, dans une forme d'égo trip ou de narcissisme, je pensais que les gens qui allumaient Twitch pour regarder une émission où des gens jouent au jeu de rôle, ils le faisaient parce qu'ils voulaient avoir une histoire interactive, improvisée en direct, une forme de théâtre en fait, dans un contexte de genre, c'est-à-dire la fantasy, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de genre à la télévision. Ça n'existe pas, il y a Kaamelott éventuellement, tu vois, mais il n'y a pas de genre. Je vois, ouais. Donc, voilà, il venait pour ça. Et en fait, non. En fait, pas du tout. Je vais développer. Parce que moi, quand j'ai commencé à avoir de l'argent dans le cadre de mon travail, j'ai dit, on va enlever la table, on va enlever les écrans, on va acheter des décors, et en fait, on va aller vers le théâtre. On va faire une scène de théâtre, on va accueillir du public, etc. C'est même allé très très loin. Moi, on a fait un truc science-fiction où on avait des scaphandres, des décors et tout, et les audiences baissaient. Oh. Et quand on s'est retourné vers notre communauté en lui disant, est-ce que vous pouvez financer? Et ils ont financé, ils ont donné 420 000 euros. Est-ce que vous voulez financer l'émission? Et on vous donne ce que vous voulez. Ce que la communauté a demandé sans aucune réflexion, c'est on veut, comme au tout début, c'est-à-dire une table, un écran, des dés.
fond noir, 4 gars qui parlent. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous demandaient de faire une partie de jeu de rôle classique. Et en fait, toute l'économie la réponse, elle arrive là. C'est-à-dire que quand vous aimez Skyrim, mais que vous êtes au travail, vous allez mettre Twitch en deuxième écran, et vous allez voir un mec qui va jouer à Skyrim, et en fait, vous allez jouer à Skyrim par projection, ouais, exactement, par procuration. Et le jeu de rôle sur Twitch, c'est pareil. C'est-à-dire que des gens n'ont pas le temps de jouer à des jeux de rôle. Et donc, ils veulent avoir les jeux de rôle avec tous les marqueurs fétichistes du jeu de rôle, les écrans, les dés, éventuellement les figurines, tout ça. Bon, il y a des trucs que je peux pas faire personnellement parce que je suis pas dans le trip. Mais voilà. Et donc, effectivement, c'est un peu ça aussi. Mais c'est encore mal cerné. Et aussi, c'est lié au fait que, en fait, les nouveaux médias, Twitch, TikTok, c'est des médias sur lesquels on peut copier-coller des formats télé, comme Question pour un champion, le Grand Prix, enfin, du sport, peu importe, du match de foot, etc. Mais la fiction, on peut pas le copier-coller sur Twitch. Pourquoi ? Outre des problèmes de droit, mais il y a aucun intérêt à regarder un épisode de Malcolm sur Twitch alors qu'il passe sur Gulli à côté. Il n'y a pas de valeur ajoutée parce qu'il y a deux choses qui manquent, c'est l'interactivité avec le chat et le caractère direct. Donc effectivement, les seules fictions prospères historiquement, c'est des gens qui jouent à GTA et qui se racontent des histoires, et c'est une forme de jeu de rôle, et en fait finalement aussi le jeu de rôle sur table. Voilà. D'accord, dis donc. Combien de temps dure une partie de manière générale ? Alors si c'est entre potes, moi je compte 4-5 heures. Pour une émission, moi je fais 3 heures. Ah ouais, ok. Et qu'est-ce qui se passe si au bout de 3 heures vous n'avez pas terminé ? Tremblement de terre ? Alors moi déjà, donc je suis à 1200 heures de contenu. Donc si tu me dis faut terminer à 22h30, je te termine à 22h30 à la seconde. J'ai vraiment j'ai acquis une compétence. Et je termine sur un cliffhanger. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Du coup tu fais des campagnes où il y a une suite ou... Oui, bien sûr, chaque épisode se suit. Ok, d'accord. Tu fais pas de one shot Ça m'arrive de faire des one shots, mais c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, le problème c'est que si demain je te dis waouh, regarde si je te dis regarde Game of Thrones ce soir et qu'on te dit bienvenue dans Game of Thrones saison 78 épisode 184, tu vas dire oh là là, c'est bon, je suis perdu, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est difficile de capter de l'audience quand t'as des campagnes long format, mais quand t'as que des one shots, on ne s'attache pas aux personnages, on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, ils n'ont pas le temps de construire leur propre histoire dans le récit. Donc c'est un équilibre, voilà. Ok, ça roule. Combien de temps a duré ta partie la plus longue ? 3 heures. Ah oui, la plus longue avec des potes, 18 heures. Ah oui, quand même. 18 heures, sans dormir, sans manger, sans... Ouais, mais tu sais, quand t'as 16 ans, t'es en pleine forme, hein. Voilà. Oui, remarque, il y en a qui ont bien joué 16 heures d'affilée à WoW, tu parlais de WoW. Quel est le but d'une partie ? Ça dépend. Quand on fait... Moi, je fais du jeu de rôle qui est filmé. Et le but, c'est pas que je m'amuse, c'est pas que mes joueurs s'amusent, même si c'est un plus. Le but, c'est que les gens qui regardent passent du bon temps. Il faut les surprendre, il faut qu'il y ait des interactions rigolotes, il faut qu'il y ait des histoires merveilleuses, il faut que... waouh, enfin, tu connais pas trop Game of Thrones, mais en fait, Game of Thrones, parfois, tu vas regarder l'émission et tu vas dire waouh, mais il se passe quoi, tu vois. Par exemple, il y a un épisode récent rigolo où il y a un des amis des héros qui est en grave danger, donc il l'amène chez un médecin, c'est le début de l'émission. Et le médecin, il dit, ok, on va vous miniaturiser et vous êtes dans le corps humain de cette personne. Et donc, ils ont un petit galion en bois, ils sont dans les veines et tout. Et j'avais demandé à des médecins de m'expliquer la circulation du sang et comment ça se passe et tout. Et en gros, le corps devenait un pays magique dans lequel ils travaillaient, ils voyageaient, tu vois. Et donc, et cette idée c'est une boîte de chocolat, tout, et tu sais pas ce qui va se passer, je trouve ça, c'est une sorte de forme de cadeau qu'on fait aux spectateurs. Donc, oui, l'idée c'est que les surprendre, les gens rigolent, qu'ils soient épatés, voilà. Et moi-même en fait je suis surpris aussi parce que les joueurs vont tirer le récit vers des endroits que je connais pas, et c'est très chouette.
Tu préfères te laisser surprendre par tes joueurs ou t'aimes bien tout maîtriser le récit Bah, ça dépend parce que, en fait, Game of Thrones, c'est une grosse machine. Il y a 26 personnes en coulisses. Il va y avoir parfois des sponsors. Il y a aussi on est sur Twitch, donc on peut pas prononcer tous les mots du monde. Alors, on n'a pas forcément envie de prononcer les mots interdits ou d'avoir les attitudes interdites. Mais il y a une vigilance de tous les instants et il y a aussi le fait que au bout de 2-3 heures ça doit s'arrêter et voilà, j'ai plein de garde-fous qui circonscrivent la liberté de l'émission et voilà. T'es pas libre, mais bon, tu t'éclates quand même. En fait, moi, ce que j'aime faire, la règle du jeu de rôle, que je ne respecte pas assez souvent, mais mon but, c'est de la respecter ultimement, c'est de dire oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit je veux faire ça, je dis ouais, pas de problème, on le fait. Et vraiment, quand il fait un truc suicidaire, ce que j'ai tendance à dire, j'ai dit ah bon, tu veux te jeter dans le ravin de 270 mètres de long, tu es vraiment sûr, c'est ce que tu viens de me dire, c'est ça? Oui, on va le faire, tu vois. Donc, mais oui, il faut que je dise oui, voilà. Mais et parfois je suis désespéré, parfois je dis vous m'avez pris de court, donnez-moi 2 minutes, je réfléchis, voilà, voilà. Et aussi quand c'est des histoires très complexes, parfois j'en viens à me contredire et qu'il y ait des incohérences, voilà. Mais j'ai commencé en tant qu'auteur de fiction, sur les nouveaux médias, les incohérences et le manque de logique, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop, voilà. C'est-à-dire, dans quel sens? Et ben en fait, ce qui est en fait, on a une culture de l'entertainment dans laquelle on raconte des histoires. Il y a des films qui sortent. Et il s'est greffé une nouvelle culture, qui est la culture du commentaire. C'est-à-dire que, en gros, un film comme l'Odyssée de Nolan qui va sortir va être peut-être moins important que qu'est-ce qu'on va dire de ce livre. Je vois. En ce moment, il y a déjà un commentaire. Et en fait, le point d'appui des commentateurs et des critiques amateurs va se faire sur ce qui est le plus simple, c'est-à-dire souvent sur le scénario. Ils vont dire, et ils vont pas dire ce personnage est mal écrit, ils vont dire lol, à un moment il porte une écharpe verte et tout d'un coup il a une écharpe bleue, tu vois, genre des trucs comme ça, voilà. Et où il va dire pourquoi il est rentré chez lui à ce moment-là alors qu'il avait dit qu'il allait chercher ses clés et il a même pas allé chercher ses clés. Et ça c'est très agaçant quand on aime profondément les histoires, ce type de commentaires, parce que c'est pas important, mais surtout moi j'aime bien raconter une histoire et qu'on ait peur pour les personnages et qu'on soit emporté par le récit. Et moi ce que je dis souvent, le paradoxe de la fiction, c'est que dans la fiction, contrairement à la réalité, tout est ultra logique. C'est-à-dire il y a des gens, ils vont vous relire votre scénario et ils vont vérifier toutes les incohérences. Mais dans la vie réelle, les gens ne sont pas logiques. Ouais. Dans la vie réelle, les gens ils vont dans une pièce et ils ont oublié pourquoi ils sont dans une pièce. Dans la vie réelle, t'as des mecs qui sont hyper heureux dans leur famille, dans leur couple, leurs enfants, et ils trompent leur femme. Et on sait pas pourquoi. Il y a des mecs, un jour, ils pètent un câble et ils tuent leur voisin. Et ils arrivent devant le juge et ils disent, bah, je sais pas ce qui m'est passé, monsieur le juge, tu vois, il va aller en prison. Et quelqu'un qui regarderait la réalité comme on regarde un film, il dirait, mais c'est quoi cette histoire qui a qu'une tête? Pourquoi il a tué son voisin? On sait même pas, c'est même pas expliqué à la fin. Mais oui, parce que dans la vie réelle, les choses ne sont pas logiques. Et moi, je trouve que cette espèce de poésie de l'incohérence qui est dans la réalité, elle est extrêmement appréciable. Et voilà, et qu'on n'est pas trop mesquin. Donc c'est pour ça que je réponds à ta question sur l'incohérence et la logique. Voilà. Ah, ok. Intéressant. Ça me renvoie à des séries où justement ils vont chercher là-dedans comme The Wire. Je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr. Les mecs, tu te dis, parce que c'est toujours, quand ils sont en planque, les mecs, ils sont en planque, ils se font chier, et du coup, tu te fais chier avec eux, mais ça fait partie de leur quotidien, et ils sont pas en train de glamouriser leur quotidien. The Wire étant quasiment un documentaire, ouais. C'est pour ça qu'il y a ces passages dingos, où, je sais pas, je crois que c'est la mort, non, je vais pas dire la mort d'un personnage, mais en gros, à un moment, il y a un personnage qui se fait tuer, mais complètement, anticlimatique, au premier tiers d'un épisode, n'importe comment, mais aujourd'hui, ça sortirait, les gens ils diraient, mais pourquoi, enfin, ouais. Quelle est la logique derrière l'entretien de ce personnage? Parce que dans la réalité, les personnages ne sont pas des assets dont on doit tirer l'argent le plus longtemps possible, tu vois. Et donc voilà, le Wire est un bon exemple. Voilà. Ouais, mais je pense qu'il y a un côté rassurant. Les gens le font parce que ils veulent comprendre. S'ils comprennent pas, c'est dérangeant en fait. Tu vois ce que je veux dire?
C'est pour ça qu'il faut toujours Certes. trouver le côté explicatif. Mais moi, je trouve que c'est un peu bébé, quoi. C'est-à-dire que. Ça cache du plaisir. Mais en plus, c'est très. Enfin, je veux dire, c'est même. Pour pousser vraiment le truc loin, c'est même. Une forme de désinformation grave de la réalité. C'est comme si je te disais, mais tu sais, dans la réalité, les méchants sont toujours punis. Bah, tu me dirais, bah non, c'est le contraire, les méchants réussissent en réalité. Et ben, voilà, la fiction, non seulement elle dit, enfin, elle commence parfois, notamment dans The Wire, à expliquer que les méchants ne sont pas toujours punis, mais aussi, dans la réalité, dans la fiction comme dans la réalité, il devrait y avoir des incohérences. Ça pourrait être très intéressant. À creuser. Tu t'essaies de creuser ça dans tes histoires, tes scénars? Oui, en fait, surtout, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'IA arrive. Ouais. J'imagine qu'elle bouleverse les métiers de doublage dont tu fais partie. Ouais. Mais pour moi, alors, c'est une opinion que les gens détestent, je la dis quand même, et je me fais défoncer sur les réseaux, mais je pense que c'est le moment extraordinaire où, quand tu as des idées, de la valeur, et tu as des choses à défendre, tu vas briller. Parce que en face de toi, tu n'as que des gens qui vont utiliser l'IA. Et l'IA, c'est la continuité du travail éditorial. C'est-à-dire que le travail éditorial, un bon éditeur, que je félicite, c'est quelqu'un qui va prendre ton récit et il va en faire un livre qui se vend. Et en gros, souvent, tu vas lui envoyer ton récit, il va te dire, bah, t'as qu'à mettre des vampires toxiques et ça va se vendre. Voilà. Et il y a des méthodes. En fait, c'est très con, mais il y a des méthodes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA est dans la continuité de ces méthodes-là, parce qu'elle va plutôt suivre et se nourrir de livres à succès. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir une offre extrêmement plutôt identique en termes de sensations. Et si tu as un auteur qui a des idées, qui a du relief, là, tu peux tout défoncer. Et là, récemment, par exemple, j'ai postulé à une sorte de fonction institutionnelle importante. Et j'ai écrit une lettre de motivation, mais de dingo. C'est-à-dire, j'ai écrit des trucs que jamais j'aurais écrit avant, mais parce que je voulais être certain qu'ils sachent que c'est pas ChatGPT. Et je sais qu'en face, il y aura que du ChatGPT. Et je sais que les gens, ils vont se marrer en lisant ma lettre, ils vont dire, j'ai envie de rencontrer ce gars-là, tu vois. Et donc, et c'est pour ça que c'est en fait, paradoxalement, c'est une chance. Et cet été, je sors une fiction audio où je mets une petite note d'intention au début. Et je dis, c'est pas fait par ChatGPT, et vous allez le voir. C'est-à-dire que vous allez être frustré. Il y a des trucs que je vais commencer, je vais pas les terminer parce que c'est comme ça, tu vois. Il y a des trucs qui auront des résolutions hyper décevantes, et c'est comme ça, parce que c'est pas de l'IA. Voilà, c'est tout. C'est moi. Voilà. Donc, et je pense que, en fait, voilà, plus que jamais, on va pouvoir rigoler, quoi. Voilà. Eh ben, rigolons avec plaisir. À combien se joue une partie de manière optimale, selon toi? 2 joueurs? Ouais. Alors en fait, ça c'est prendre le problème à l'envers. Il faut avoir le nombre de joueurs et tu conçois un scénario en fonction. Ok, c'est comme ça que tu fais. Ok. Quand on pense à un jeu de rôle, on se dit que c'est grosso modo un jeu de société avec des règles plus complexes. Les règles, donc. Est-ce qu'il faut en apprendre beaucoup? Parce que ça peut être un frein pour beaucoup de gens. Le jeu que je pratique, Aria, que j'ai conçu, qui est basé sur un... Là, il est libre de droit. Il fait une demi-page de règles. Je pense que 4 pages de règles, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui font 300 pages de règles. Voilà. Je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de les défoncer, mais voilà. Si vous avez acheté un certain jeu récemment et il y a un bouquin de 300 pages, bah, lisez-les, apprenez-les, quoi. Tout ce que j'ai à dire, je pense que c'est desservir le jeu de rôle que de faire beaucoup de pages. Mais d'un autre côté, c'est toujours le problème, tu vois. Par exemple, tu vois ce que c'est un calisson? Non. Un calisson, c'est une sorte de biscuit. Ah ok, ok, d'accord. Tu vois ce que c'est? Je vois maintenant, ouais. C'est blanc, c'est ouais. Et en fait, les calissons, on pourrait se dire, on les mange. Par exemple, tu veux acheter un calisson parce que tu veux le manger, on est d'accord. Et en fait, récemment, les calissons, ça se vendait pas très bien. Et en fait, un jour, ils ont fait une étude et ils se sont aperçus que personne n'achetait des calissons pour les acheter, pour les vendre, pour les manger. Ils les achetaient pour les offrir. C'est-à-dire que jamais personne n'a acheté un calisson pour le manger. Il l'achète pour l'offrir en cadeau ou pour voilà. Et donc en fait souvent un bon produit, c'est pas un produit qui répond à un besoin, un besoin qu'on penserait naturel. Et le fait que un jeu de rôle ait plein de règles, c'est sexy pour la personne qui va acheter les règles. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime les règles, un juriste,
il va être plutôt être rassuré par un livre qui a plein de règles qu'un livre qui a pas beaucoup de règles. Mais c'est vrai que quelqu'un pour qui les règles du Monopoly qui font un feuillet, c'est une catastrophe, si on leur dit il y a 300 pages à apprendre, ils vont dire je vais pas jamais jouer au jeu de rôle. Donc la question des règles c'est intéressant. Voilà. Oui, et puis ça va être 300 pages que toi tu vas devoir te bouffer, mais que tu vas devoir expliquer à tes joueurs derrière. Pas forcément. Moi, par exemple, pas forcément en fait. Parce que t'expliques pas les règles forcément. Par exemple, je prends une règle, mettons une règle de noyade. Tu vois, tu es en train de te noyer. T'as des règles, des jets de dés, des jets sous certaines statistiques, etc. En fait, ton joueur n'a pas à le savoir. Toi, tu as juste à dire, vas-y, lance un dé, t'es en train de te noyer, il reste plus que 2 tours, voilà, tu vois. Mais donc en gros, c'est surtout toi qui dois les connaître. Après, un joueur qui connaît parfaitement les règles, c'est un joueur qui va être très bien préparé. Mais moi, je suis d'avis de jouer à des jeux dans lesquels il y a une demi-page de règles. Ok, c'est dit. Vu que les jeux de rôle sont faits par les joueurs qui jonglent avec les règles plus que par ses créateurs, comment on différencie un bon d'un mauvais jeu de rôle ? Peut-être que t'es pas d'accord avec la définition d'ailleurs. C'est plus les joueurs qui font le jeu plus que le créateur, qui lâche en fait, qui fait un bac à sable et qui lâche le... en fait, si à la fin de la partie, les joueurs ils ont passé un mauvais moment, c'est pas un bon jeu de rôle, quoi. Ok. Juste passer un bon moment, ça c'est... Mais c'est aujourd'hui, même après les fameux 1200 heures de jeu, quand je termine une partie, que le générique est terminé, je dis vous avez passé un bon moment, et ils me disent oui, non, et parfois d'ailleurs ils me disent ah non là c'était dur, ou j'ai pas eu assez la parole, voilà, donc c'est des choses que j'essaie de corriger. Quand ils te disent j'ai passé un mauvais moment ou c'était pas ouf, ils te disent pourquoi? Ouais, bien sûr. Et c'est toujours les mêmes raisons ou... Genre c'était trop long, trop rébarbatif, ou c'était trop explicatif, ou... Oui, c'est assez technique. Ça peut être. En fait, là, le reproche souvent je fais des expérimentations et faire des expérimentations, c'est prendre le risque d'échouer. Et moi, j'ai voulu faire un moment ce qu'on appelle du slice of life, c'est-à-dire un jeu de rôle dans lequel ils sont étudiants. Genre ils se lèvent le matin, ils vont en cours, ils achètent à manger, ils font un petit job étudiant, ils reviennent chez eux, voilà. Et en vrai, le fait que ce soit pas le parcours du héros dans lequel tu pars de chez toi, tu as une initiation, tu dois sauver le monde en jetant un anneau dans un volcan, ça a pas plu aux gens, voilà. Donc adieu le slice of life, voilà. Ok, t'es revenu aux bases du coup, ouais. Qu'est-ce qui rend une partie mémorable ? Vraiment mémorable, c'est quand tu escroques les joueurs. C'est-à-dire que quand ils sont... En fait, les joueurs, ils vont être persuadés, ils vont avoir leur logique interne. Et ils vont dire, ok, ce gars-là, il me donne 1000 pièces d'or si je vais tuer un dragon. Et donc je vais tuer le dragon et je vais avoir les 1000 pièces d'or. Et c'est ça que le jeu veut me faire. Tu vois, ils ont une espèce de... Ça s'appelle le méta-jeu, ils ont une conscience du méta-jeu. Et en fait, ils arrivent devant le dragon, et le dragon il dit mais attendez, pourquoi vous me tuez déjà ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il commence à dire ok, c'est pas si simple, tu vois, c'est pas si simple. Et en fait, le dragon leur dit mais attendez, le gars qui vous a demandé, il tue tous les dragons, c'est un génocide qu'il est en train de faire. Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous voulez qu'on s'allie et qu'on aille contre lui ? Et là, ils réfléchissent, tu vois. Et en fait, tu vois, on dirait bêtement que c'est des twists, mais c'est moins des twists que je leur mets face à des choix importants qui sont lourds de conséquences, et quel que soit leur choix, je les suivrai. Et c'est d'autant plus intéressant que cet été, non pas cet été, l'été dernier, j'ai joué avec des joueurs inexpérimentés, et ils étaient des chasseurs de vampires. Très rigolo. Et en gros, c'est exactement ça. Et en fait, ils ont rencontré un vampire qui était gentil. Mais en plus, c'était une maîtresse vampire vraiment qui a dit moi, je sais que vous êtes chasseur de vampires, je veux bien vous aider, mais vous me laissez tranquille. Et vraiment, ensemble, ils ont réglé des tas de problèmes et tout. Et à la fin, ils l'ont quand même tué. Et je leur ai dit mais pourquoi ? Et ils m'ont dit parce qu'on est des chasseurs de vampires, tu vois. Et j'ai dit ok, prenez votre décision. Et je pense qu'ils y réfléchissent encore, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mémorable, oui, tout à fait. Mais le fait qu'une partie soit mémorable, c'est vraiment mon but. Mon but, c'est vraiment que spectateur comme joueur, il se couche le soir et il pense au jeu. Ouais. Est-ce qu'on improvise beaucoup ? Ça dépend. Je dirais que il faut être
un maximum près pour réduire la marge d'improvisation, mais il faut improviser quand il faut improviser. C'est-à-dire que le truc à pas dire, mais que c'est pas grave si vous le dites, si vous êtes MJ débutant, le truc à pas dire, c'est dire, la situation dans laquelle je me trouverais en échec personnellement, ce serait de dire, j'ai pas prévu que vous alliez là, donc on va pas le faire. Mais je serais pas dégoûté de le dire non plus, parce que je trouve que si tu l'as pas prévu et que t'as rien d'autre à dire, tu le dis, tu vois, c'est pas la mort non plus, voilà. Mais il faut pas que cette situation arrive, voilà. Donc il faut être prêt un maximum, voilà. Et être prêt un maximum, c'est pas simplement avoir écrit le scénario, et pourtant j'écris et je surécris, c'est aussi avoir une culture générale de lieux, de situations, de personnages, qui fait que quand tu me dis je vais aller rentrer dans une taverne et que j'avais prévu 0 taverne, je dis vous rentrez dans la taverne du sanglier bleu et le tavernier il a un anneau dans le nez, il est un peu gros, il a un petit caraco bleu, il est là, il vous dit je vous sers quoi, tu vois, et ils ont l'impression que je l'ai écrit, tu vois, et alors que pas du tout, tu vois. Et c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que parfois, un peu comme dans un jeu vidéo, j'ai tendance à dire attention, lui c'est un PNJ important, voilà, donc voilà. Toi, tu triches un peu. Oui, mais moi je suis d'avis et c'est pas tout, je pense que c'est une preuve de maturité que le méta-jeu c'est un jeu, c'est-à-dire que tout ce qui entoure le jeu, c'est-à-dire cette idée de dire votre quête principale c'est ça fait partie du jeu, tu vois. C'est pas simplement, on n'est pas dans un théâtre immersif absolu où on doit avoir une expérience de réalité virtuelle. Non, c'est un jeu à tous les niveaux, tu vois. On rigole bien, voilà. Je vois. En tant que joueur, peut-on être timide et aimer le jeu de rôle ? Oui, et c'est au maître de jeu de te donner, s'il y a 4 joueurs, de te donner un quart du temps la parole et de te mettre en confiance aussi. C'est-à-dire que le fameux tavernier, il va s'adresser au timide. Tu veux quoi ? Et donc il y a le mec à grande gueule à côté, il va dire moi je prends ça. Je dis je m'adresse pas à toi, je m'adresse à toi. Tu veux quoi? Il commence à faire tu vois. Je dis alors soit vraiment il est en difficulté. Je dis de l'eau ça ira, voilà, et ça avance. Mais voilà, si aussi je le sens fort, voilà, et je peux aussi m'appuyer sur son trouble, tu vois. Mais l'idée ça va être toujours de lui donner la parole, de l'encourager à parler, de mettre en avant ses décisions en particulier et de respecter ses décisions. Et à un moment même, tu vois, d'entendre dire, il va prendre la décision pour le groupe, tu vois. Donc il faut faire ça. Voilà. Et puis en fait, tout simplement, il faut être gentil, voilà. Il est là pour s'amuser et il faut qu'il passe un bon moment au même titre que les autres. A contrario, est-ce que tu crois que le jeu de rôle peut aider des gens timides à s'extérioriser un peu ? Oui. Oui. Moi, je pratique un jeu de rôle qui n'est pas théâtralisant. C'est-à-dire, pas de décor, pas de déguisement, enfin, un petit déguisement, on va dire un déguisement symbolique, pas de voix. Genre pas, on s'arrête, on fait un discours avec une voix particulière, et même on se lève, on va sur la table. C'est une pratique de jeu de rôle que beaucoup de gens font, mais pas chez moi. Pas chez moi parce que déjà, je sais pas faire moi. Donc je vais pas exiger des gens qui fassent quelque chose que je sais pas faire. Et en plus, moi j'aime bien le jeu de rôle, ce que j'appelle du dimanche après-midi quand on a 12 ans. Voilà, il y a les paquets de biscuits sur la table et moi je fais ça et moi je vais prendre ça et vas-y je prends le loot et tout et j'ai pas envie de lui parler, tu vois. Et les gens ils parlent indirectement, donc voilà. Donc c'est pour moi c'est un encadrement de jeu qui met plutôt en confiance. Voilà. Et tu les laisses amener ce qu'ils sont. Oui, exactement. Voilà, il faut être vigilant il y a plein de sujets de vigilance, mais voilà. Allez, pour faire clair et simple, c'est quoi un MJ et à quoi ça sert ? Alors le MJ qui n'est pas obligatoire, c'est quelqu'un, mais qui est 99% du temps là, c'est quelqu'un qui va présenter chaque scène en disant vous êtes dans tel lieu et vous faites quoi, et qui va gérer les personnages qui sont pas les personnages joueurs, qui va être garant des règles, qui va aussi prendre des décisions. C'est-à-dire que admettons que, enfin tu vois, il va équilibrer le jeu pour qu'il soit amusant. Admettons que par erreur j'ai donné une épée de flamme à un gars qui commence à découper tout le monde et il est tellement fort avec son épée de flamme que je peux pas lui mettre d'opposition. À un moment je dirais ton épée de flamme elle a disparu. Et il me dit ah bon ? Et je dis elle a disparu, je sais pas, il va voir la guilde des voleurs, tu vois. Voilà. Et ça semblait extrêmement injuste. Alors je ferai ça peut-être plus subtilement, mais effectivement tout d'un coup le jeu deviendra intéressant. Voilà. Donc il est garant donc de l'équipe du gameplay, il est garant aussi d'une forme de, comment on pourrait dire,
de morale de l'univers ou d'équilibre karmique, c'est-à-dire que moi, donc je t'ai parlé du dragon qui voulait pas te tuer, mais dans mes jeux on tue pas beaucoup, et quand on tue un garde par exemple, moi le garde c'est pas un garde, c'est genre c'est Roger le garde, et son fils Alexis va venir le voir, il va dire mais pourquoi t'as tué mon père en vrai. Alors, il va pas tuer son fils, tu vois. Il va dire, bah, j'étais obligé de le tuer parce que je voulais voler un tonneau. Ok. Et bah, tu aurais peut-être pu ne pas le tuer, tu vois, voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que ils passent tous par là, et puis, du coup, ils tuent plus les gens. La culpabilité, ça fait faire des trucs. Comment se construit la confiance autour de la table ? Il faut être à l'écoute des gens, et il faut que chacun ait à parler et formule des souhaits qui sont écoutés. Il faut pas que les actions de l'un empiètent sur l'autre, et il faut aussi qu'il y ait une application des règles qui soit la même pour tous. Voilà. Si la vraie vie c'était comme ça, ce serait pas mal. Ouais. Pourquoi certaines personnes deviennent passionnées de jeux de rôle pendant des années ? C'est compliqué. En fait, le jeu de rôle, c'est... Moi, par exemple, je lis des livres, mais c'est plutôt des livres de géographie ou d'histoire. Là, je lis l'Odyssée en ce moment. Mais... Pour te préparer pour le film de Nolan ? Ouais, parce qu'en fait, alors, pour tout vous dire, sans aucun snobisme, il y a eu une nouvelle traduction il y a quelques mois d'une certaine Emily Wilson très intéressante. Donc je le disais en anglais, mais oui, ça tombe bien. Mais ce que je lis plus trop de romans, parce que en fait, quand je veux un roman, j'ai mes histoires qui arrivent tout de suite en tête, tu vois. Donc mes propres histoires sont forcément plus intéressantes, pas toujours d'ailleurs. Mais voilà, donc en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est une forme d'entertainment quand elle est pratiquée régulièrement, qui est un peu ultime. C'est-à-dire, les meilleurs films sont là sous vos yeux, donc c'est assez intéressant. C'est une forme aussi. Il y a un complexe démiurgique du MJ souvent, c'est-à-dire que en gros, il va jouer un jeu de rôle et très rapidement, il va dire, je vais créer mon jeu de rôle. Voilà. Et ce qui est souvent d'ailleurs un jeu de rôle. Qui est en fait un jeu de rôle de fantasy avec des orques, des elfes, et voilà, moi-même moi le premier, mais moi en fait moi j'ai essayé de faire le jeu de rôle le moins original du monde parce que je voulais m'adresser à la plus grande audience possible. Ouais, bah oui. Mais oui, effectivement, et d'ailleurs il y a un grand paradoxe dans le jeu de rôle parce qu'on pense que c'est un loisir ultimement créatif, mais en fait il l'est très peu. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que le jeu fondateur Donjons et Dragons, qui a été créé, on va dire, il y a 50, 60 ans, il est toujours dominant. Il a relativement peu changé. Il y a des choses qui ont changé, mais on est toujours avec un D20, on est toujours avec les mêmes statistiques, on a toujours des personnages qui se définissent par leur capacité de combat, et on est toujours dans un univers qui est toujours un peu le même. Donc en gros, le paradoxe, c'est que le jeu de rôle ne bouge pas trop. Et quand il y a des gens qui fabriquent leur jeu de rôle, c'est encore un jeu de rôle de fantasy, très Tolkienesque. Alors, les gens vont dire, mais non, il n'y a pas que du Tolkien, il y a aussi Hawkmoon ou Elric, etc. Mais c'est aussi un peu du Tolkien, c'est aussi des gens avec des épées qui se découpent entre eux, et il y a des dragons, tu vois. Et il y a en fait une crise permanente. Il y a plein de crises dans le jeu de rôle, mais il y a une crise permanente de la créativité, à mon sens. On est sur un modèle américain, belliciste, c'est-à-dire qu'on résout les problèmes en tuant des gens. Et moi, j'essaie de faire émerger, en tout cas, à mon niveau, par exemple, un jeu de rôle français. Moi, Game of Thrones, si tu regardes ça demain, c'est quoi ? C'est des histoires d'amour, des histoires d'amour même négatives, c'est-à-dire j'ai trompé ma femme, et comment ne pas payer ses impôts, et c'est quoi on mange ce soir. Vraiment, c'est ça tout le temps, tu vois. Et de temps en temps ils doivent sauver le monde, mais d'abord ce soir on va manger, tu vois. C'est important, voilà. Et je vais au magasin, et je m'achète une tenue argentée, et voilà, et je vais faire un discours, et il y a beaucoup et c'est les moments préférés parce que c'est des moments vaudevillesques qui sont Astérix, qui sont français, et ça j'aime beaucoup. Voilà. Je détesterais demain raconter l'histoire d'un barbare dans un couloir qui doit tuer des squelettes ou des orques, quoi. Je l'ai déjà vu ce truc. Ah oui, c'est Nullbuck. Ah oui, ça c'est rigolo ça. Quelle est la plus grande idée fausse sur les jeux de rôle ? Je dirais que je suis désolé de dire ça,
trouve que c'est pas un univers très accueillant. Il y a une communauté un peu de gatekeeper, c'est-à-dire il y a des gens qui... En fait, le jeu de rôle, on va vous dire tout le monde peut jouer au jeu de rôle, rejoignez le jeu de rôle, c'est vachement bien et tout. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi chaleureux. Déjà, je suis désolé de dire ça, il y a beaucoup de femmes qui jouent au jeu de rôle, ça a beaucoup changé, mais c'est quand même historiquement un milieu plutôt de mecs. Je trouve que c'est aussi un milieu qui est très orienté baston, on tue. En fait, il y a ça dans les jeux vidéo aussi, c'est-à-dire tu tues des gens et en échange tu as des points d'expérience et tu as de l'or. Voilà. Au lieu de faire 10 ans de psychothérapie, tu vois. Je trouve ça fou. Et ça reste quand même les mêmes systèmes aussi. Il n'y a pas de changement de paradigme. Voilà, il y a assez peu de, en fait, voilà, je l'ai dit aussi tout à l'heure, pour moi, il y a assez peu de créativité dans un secteur qui se revendique à être ultra créatif. J'ai l'air d'être blasé comme ça, mais non, mais aussi, moi, je te dis, par exemple, moi, je fais un jeu de rôle qui est très populaire, mais dans le milieu du jeu de rôle, les gens m'aiment pas trop. Parce que de la même façon, voilà, je te dis, je vais faire un exemple. Parce que tu démystifies. Marvel, c'est du cinéma. Ouais. Il y a les plus grands acteurs dedans. Il y a énormément de budget. Ils font énormément de rentrées. Mais les cinéphiles vont te dire, Marvel, c'est de la merde. Voilà. C'est un peu ça que je vis. J'ai pas envie que les gens ils disent que je fais des trucs de génie. Mais tu vois, il y a ce côté. En fait, voilà, comme chacun a sa vision, chacun est artiste. C'est compliqué. Il y a cette espèce de crispation de. Voilà, c'est une industrie aussi hybride. Tu vois, le jeu vidéo, il a un problème. C'est plus facile de parler de jeu vidéo parce que le jeu de rôle, c'est le jeu vidéo en 1 pour 1000, tu vois. Mais en gros, le jeu vidéo, c'est un jeu, ça se prétend artistique, mais derrière, il y a des financiers chinois, tu vois. Et c'est des univers très hétérogènes. Et pour moi, un écran de jeu, je t'ai parlé du paravent, c'est un outil aujourd'hui qui va être vendu 45 € alors que c'est du carton. C'est un produit marketing, tu vois. Aujourd'hui, tout à l'heure, je t'ai dit, on achetait des bouquins de jeux de rôle à 150 francs, allez, disons 250 francs, tu vois. Aujourd'hui, un bouquin de jeu de rôle, ça va être 90 €, tu vois, ou disons plutôt 70 €, tu vois. C'est pas un milieu aussi facile d'accès qu'il le prétend. Voilà. Ok. Voilà. J'aimerais qu'il le soit plus. Peut-être j'ai une vision fatiguée et blasée de tout ça. Et voilà, et c'est surtout un milieu, à mon avis, qui me manque de créativité. C'est mon ressenti personnel, ne m'en veuillez pas, les créateurs de jeux qui m'ont regardé. Voilà. Est-ce réservé aux geeks ou aux fans de fantasy ? Ou alors, au contraire, peut-on jouer à des univers réalistes ou historiques ? Alors oui, moi j'ai fait un jeu de rôle qui s'appelle 1979, c'est OSS 117, mais en 1979. Au contraire, ouais, moi j'encourage fortement parce qu'il y a une dimension pédagogique dans l'historique, très très intéressant. La fantasy, ça marche bien. C'est-à-dire que il y a deux raisons à ça. Parce que tout le monde a eu des contes de fées, le petit chaperon rouge, et la fantasy c'est une continuité de ça. Le deuxième truc, c'est que dans la fantasy, tu pourras t'immerger dans un système de fantasy, tu n'as qu'à désapprendre des choses. En fait, un monde fantasy, c'est un monde comme le nôtre, mais sans dentiste, sans toilette, sans électricité. Un monde de science-fiction, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que qui, dans les années 80, faisait un jeu de rôle de science-fiction, aurait imaginé qu'en 2020, pour baiser une meuf, fallait avoir un téléphone portable avec une application parce qu'on est reliés tous par l'informatique, tu vois, et que les meufs, elles sont là. Je veux dire, ça aurait été, les gens, ils m'auraient dit, mais c'est beaucoup trop compliqué. Pourquoi tu me racontes ça? Je veux dire, moi, je veux une meuf cyborg comme il y a dans Cobra, tu vois, genre, voilà. Donc, et donc, Armanoïde. Voilà, Armanoïde, exactement, tu vois. Donc, donc la science-fiction, elle est, déjà, on peut toujours se projeter à la Grèce de Périclès, modulo votre connaissance dans les... Mais se projeter aujourd'hui en 2050, c'est très compliqué. Que sera le mode de vie en 2050? Je ne peux pas le dire. Pourtant, je jouais à Shadowrun qui était en 2053. Typiquement, Shadowrun, il n'y a pas le Wi-Fi dans la première version. Donc voilà, comme dans Tron, d'ailleurs. Tron 1, il n'y a pas le Wi-Fi non plus. Et donc, en fait, voilà. Il n'y a pas le Wi-Fi dans Tron, c'est nul. Non, mais il n'y a pas le Wi-Fi dans Shadowrun 1, donc c'est dingo, quoi. Ouais.
Est-ce accessible aux enfants et aux débutants selon toi? Oui, bien sûr, il y a des jeux de rôle accessibles pour enfants. Moi, j'aime particulièrement Petite Sorcière de notre icône française Antoine Boza, mais il y a Trouville aussi, par exemple, et il y a Donjons et Chatons, et d'ailleurs Donjons et Chatons va faire l'objet d'un dessin animé. Toi qui es dans le doublage, t'es peut-être au courant. Donc, il a dit accessible aux enfants et à qui d'autre? Et aux débutants, tout simplement. Ouais, heureusement que c'est accessible aux débutants. Hein, voilà. Voilà. Moi, les débutants, en plus, c'est mes préférés, parce que vraiment, un débutant, le moment où il comprend qu'il peut tout dire, tout faire, et tout me proposer, alors là, il y a un déclic. Vraiment, mais j'ai eu des gens qui me disent, ah bon, on peut être voleur, mais je peux voler des trucs. J'ai dit, bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Tu vois. Donc, voilà. Quelle différence entre une campagne longue, on en a parlé tout à l'heure, et un one-shot? Il faut que le one-shot il se termine. Non, mais c'est bête, mais en vrai, alors, il faut que la campagne se termine aussi. C'est très compliqué de terminer une campagne. Mais moi, je dis souvent, surtout quand je recrute des gens, je veux des histoires avec un début, un milieu, une fin. Et le véritable auteur, à mon avis, il a plusieurs qualités, mais sa qualité première, c'est qu'il raconte une histoire avec un début, un milieu et une fin. Alors, il peut dire, moi, ma fin, elle se termine pas, mais c'est parce que c'est assumé. Ouais. Mais c'est vraiment très très dur. C'est-à-dire que quand je fais un appel à auteur, je dis envoyez-moi vos pitchs, et tous les pitchs sont bons. C'est genre, vas-y, Chant, on va faire Juliette je t'aime avec des zombies. Ok, tu vois, très bien, ok, super. Mais moi, je veux un début, un milieu et une fin. Ça se termine comment, tu vois? Et à ce moment-là, je perds des gens. C'est-à-dire, il y a des gens, ils disent, ben non, moi j'avais juste un pitch, voilà. Ouais. Et donc, que ce soit une campagne ou un one-shot, mais surtout un one-shot parce que il faut qu'à la fin ce soit terminé. Sinon, t'es plus en campagne. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Et donc, il faut qu'il y ait un cheminement climactique, c'est-à-dire initiation, introduction, petite épreuve qu'on va retrouver à la fin, tu vois. Introduction de plusieurs personnages, dont un personnage charismatique, un personnage qui va s'avérer être le traître, un peu de lore, tu vois, un peu de mystère, et un petit combat pour dire on est en danger. Ensuite, on découvre un lieu merveilleux, on découvre même quelque chose de puissant, tu vois. Et là, ensuite, il y a le traître, le combat final, et après, on prend le temps aussi de faire un petit épilogue, éventuellement d'enterrer les morts, etc. Tu vois. Donc, en gros, c'est vraiment, tu vois, ce qu'on appelle une granularité narrative. C'est-à-dire que tu t'ennuies pas, tu vois, il se passe des choses. Et il faut que tout ça tienne en 3 heures. Voilà. Et parfois même, moi, j'ai des clients spécifiques pour des formats spécifiques sur lesquels on travaille en ce moment, où ils me disent de faire une histoire avec un début, un milieu, une fin, en ce qu'on appelle en semi-bouclé, en 10 minutes. 10 minutes déjà. Voilà. La semi-bouclée, semi-bouclée, ça veut dire que en gros, par exemple, tu vas vivre une aventure dans laquelle tu vas traverser un océan, une forêt et un désert. Ouais. Tu vois. Et donc, en gros, tu arrives devant un océan, tu trouves un bateau, tu vas sur le bateau, tu te fais attaquer par une baleine, et tu arrives à ton voyage. Donc, tu as vécu d'aventure. Et en gros, c'est quoi l'idée? C'est que tu as un début, une fin, tu as traversé ton océan. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux les mettre dans un certain ordre. Tu vois, tu peux mettre l'océan avant le désert ou le désert avant l'océan. À partir du moment où tu as créé ça, en fait, quel que soit l'ordre où tu le regardes, comme dans un jeu vidéo, tu vas quand même enfin, tu vois, si dans l'océan, il va pas dire hâte d'arriver au désert, tu vois. Donc s'il dit pas ça, en gros, on peut mettre le désert avant, tu vois. Donc en gros, c'est du semi-bouclé. Voilà. Le bouclé, c'est fini. Le semi-bouclé, c'est un peu ouvert. Ça peut bouger, quoi. Et c'est des écritures nouvelles, c'est très intéressant. Ok. Qu'est-ce que le jeu de rôle apporte socialement? Non, mais en vrai, moi je dirais, je suis désolé, hein, je vais être pragmatique. Pour faire du jeu de rôle, il faut lire, il faut calculer. Donc déjà, ça entretient bien le cerveau, voilà. Et voilà. Mais sinon, je crois pas que ça change la vie en fait, et ça rend pas plus cool. Mais moi, je suis un vieux et j'ai vécu le trauma du gars qui vit le jeu de rôle. Et on se moque de lui, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je prononce le mot jeu de rôle parce que ça fait vendre, mais je suis désolé, parce que j'ai un passé, je suis pas ultra fan du mot jeu de rôle. Voilà, j'aimerais bien en changer. Jeu d'aventure, ce serait cool, par exemple. Voilà.
Ah ouais, à ce point-là quand même, t'as été un peu trauma et du coup, ça porte des stigmates. Non, mais en plus, le jeu de rôle, enfin, aujourd'hui, le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, tu vois, qui a un monopole, c'est pas très intéressant. Et comme je te dis, il y a une crise créative et j'aimerais. Et à côté, tu vois, en fait, en gros, il y a la fiction linéaire. Ouais. Qui est vraiment genre le film cadré avec ce middle management de merde là, voilà. Ensuite, tu vois ce que c'est le middle management dans les films, les gens qui t'emmerdent, qui te disent faites-le moi avec une meilleure texture, tu vois, dans le doublage là. Tu vois ces gars-là qui sont payés à rien foutre, tu vois. Genre ils ont trop de temps libre et donc ils t'emmerdent et ils connaissent rien de la technicité. Absolument. Voilà, exactement, voilà, ces gars-là. Donc ça c'est le linéaire. Ensuite, il y a le jeu de rôle qui est un peu plus flexible, et il y a l'impro à mon avis qui est beaucoup trop flexible. L'impro, leur dire je veux une vraie histoire qui me fasse vibrer avec un début, un milieu, une fin, l'impro ils savent pas faire. C'est trop libre, trop performatif, trop fort, tu vois. Enfin, mais c'est extraordinaire en soi, tu vois. Et moi j'essaie de travailler un format, voilà, qui n'existe pas, pour lequel il n'a pas de nom. Je suis très fatigué, donc je sais pas si j'arriverai à vivre jusqu'à ce que ça existe, qu'il soit entre le jeu de rôle et l'impro, voilà, dans lequel on peut aller très loin, mais on n'oublie pas de raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, voilà. Mais on se sépare des dés, des écrans, des orques, des alignements, des épées, et on oublie ce monde du jeu de rôle dans lequel tu as une fiche d'identité, un CV, où la première ligne, c'est pas je suis né à machin, c'est j'ai tant de points de vie et je sais découper les gens, voilà. Parce que c'est ça qui a marqué des CV, des fiches de personnages de jeu de rôle. C'est, à mon avis, un péché originel dont il faut se débarrasser. Voilà. Parce que quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Et quand tu as une fiche de personnage où tu as en haut ta capacité à faire du mal, évidemment, tous tes problèmes, tu vas les résoudre en tapant sur les gens ou les objets. Donc, c'est ça que tu souhaiterais pour l'univers du jeu de rôle, de proposer autre chose. Oui, en fait, d'agir, de faire des choses avec simplicité. Moi, mon jeu de rôle de rêve, c'est de faire Les Filles d'à côté, tu vois, à mes productions, en impro, semi-guidé, avec un début, un milieu, une fin, où on se marre, tu vois, et il y a du naturel, et aussi, il y a aussi un truc que la télévision et les fictions linéaires dont je t'ai parlé a oublié sciemment à cause du middle management qui veut du contrôle, tu vois, parce que la première chose qu'ils veulent contrôler et rassurer, c'est leur job surtout, mais c'est le direct, c'est-à-dire que aujourd'hui le direct il n'existe que dans les théâtres, mais les théâtres c'est quoi? C'est moyenne d'âge de 60 ans, billets à 70 €. Alors ok, parfois il faut venir les jeunes de la banlieue dans les théâtres pour leur faire des pièces de théâtre qui leur parlent pas du tout, et les jeunes il faut leur faire. Moi je travaille un peu avec l'Opéra Bastille en ce moment, la première chose que je leur ai dit, vas-y, on se met ensemble, on se prend 5 ans et on sort un opéra de jeux vidéo. Genre un opéra Final Fantasy, tu vois, un truc vraiment énervé, tu vois. Et ça parlerait à tellement de gens, tu vois, ce serait tellement fort. Et le jeu vidéo n'est pas tellement loin dans ses thématiques, dans ses leitmotifs, dans ses façons de travailler que l'opéra classique en plus, tu vois. Mais voilà, il faut innover, mais c'est tellement dur en France d'arriver avec des concepts. Et on me dit à chaque fois, j'ai envie de retourner des tables. On me dit, mais les Américains le font pas. Pourquoi voulez-vous qu'on le fasse? Je les déteste quand ils disent ça, mais vraiment, je les hais. J'espère jamais devenir ce gars-là, tu vois. mais vraiment, j'ai des fois, un jour, on m'a dit ça, pas tout à fait. Je change les propos, et vraiment, j'ai dit, personne m'a dit pourquoi je ferais votre projet plutôt que cette série que je viens d'acheter, qui vient de tel pays. Et je dis déjà parce que je paye des impôts et vous êtes payé avec mes impôts. Alors arrête de m'emmerder, tu vois. Et vraiment, et j'étais outré. Enfin, la prise de risque est toujours minimum. Ouais. Vraiment. Bon, ouais, voilà. Je suis désolé, mais c'est parce que je suis indépendant. Et c'est vrai que quand tu fais du genre, je me compare pas du tout à Alexandre Astier. Mais tu vois, Noob, Alexandre Astier, ces gens-là. Ouais. En fait, quand tu veux raconter de la fantaisie en France, t'es face à un tel mur que la seule réaction que t'as pour garder ta santé mentale, c'est de t'énerver, de détester ces gens. C'est pour ça qu'il a un caractère de cochon, il travaille avec personne, Alexandre Astier. Et aussi de faire les choses par toi-même et de trouver la force de les faire par toi-même. Moi, je l'ai fait vraiment à mon niveau tout petit, mais c'est vrai que tu as une haine du système, tu vois. Ouais. Genre, c'est incroyable que tes impôts aident partiellement, dans le cas de l'exemple que j'essaie à créer l'œuvre de fantaisie qui est, je sais pas, Mimi Mati en Joséphine Ange Gardien, tu vois. Parce que c'est de la fantaisie pour eux, c'est un ange gardien, tu vois. Mais et que à côté, il y a Game of Thrones qui sort et ça sonne pas des cloches, quoi, tu vois. Genre bon voilà, on verra bien. Ça se trouve il y a des choses qui sont en prod en ce moment et on verra bien ce qui va arriver, quoi.
Ouais, il y a une vraie inertie artistique. Ah non, mais moi, j'étais ingénieur bâtiment avant. Et vraiment, c'était pareil, hein, sur une plateforme pétrolière ou chez TF1, pourquoi le faire si les Américains le font pas? Ouais. Si c'était bien, les Américains le feraient déjà. Mais vraiment, c'est incroyable ce truc. Et d'ailleurs, ça va tellement loin que finalement, beaucoup de Français partent aux États-Unis, quoi. Alors que ces mêmes gens passent leur temps à critiquer les Américains. Ouais, d'une certaine façon, mais alors c'est hyper intéressant, c'est quand il y a eu, les séries télé, il y a eu un certain engouement de la série télé en France, c'était variable. C'est pas récent, hein. Dallas ça cartonnait, tu vois. Mais à un moment, c'est vraiment revenu en force avec les experts Las Vegas. Ouais. Et là, c'était le début où il y avait des soirées jeudi soir, Prison Break, 3 épisodes, voilà, tu vois, vraiment, c'était vraiment les soirées séries à fond. Ouais. Et les auteurs de Las Vegas sont venus à Paris pour faire une masterclass. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah écoutez, désolé, nous on n'a rien à vous apprendre parce que pour faire nos trames dramatiques, nous regardons les classiques européens. On lit Shakespeare, on lit Hamlet, et Andorre, ça a été pris d'un village français, tu vois. Donc vraiment, il y a une inspiration, simplement, il y a quelque chose qui grippe dans la machine de production française. Mais ça veut pas dire que je ne suis pas, enfin, ce matin même, j'étais avec le service public, donc il y a un dialogue, des choses se font, non, mais okay. mais des choses se parlent. Ils rencontrent les extraterrestres déjà, tu vois, voilà. Donc est-ce qu'ils vont entendre ce qu'ils disent, c'est autre chose, mais voilà, en tout cas, voilà. Donc pourquoi pas. Ok. Quel est le jeu que tu recommandes si on veut se lancer? Jeu de rôle? Ouais. Alors moi le mien il s'appelle Aria, AIRA, donc je le recommande bien sûr, mais si je devais en recommander un autre, ce serait probablement Chronique oubliée, qui est une production française qui se vend très très bien, qui se veut jeu d'initiation, qui n'a que 4 pages de règles pour le coup, et c'est du pseudo Donjons et Dragons. Chronique oubliée. Quel est le jeu que tu recommandes si on veut des parties hyper complexes? Le jeu le plus compliqué les règles de jeu les plus compliquées historiquement et qui sont pas problématiques, c'est Rollmaster. Il y a une raison particulière? Les règles sont hyper dures à comprendre? Ou... Ah oui, le moindre cas est simulé, quoi. L'accouchement, par exemple. Si son personnage doit faire accoucher quelqu'un ou accoucher lui-même, il y a une page spécifique pour ça avec des règles, voilà, des dés à lancer, des tableaux sur les différents traumatismes que peut avoir le nourrisson au moment de l'accouchement. Voilà, donc, ok. Voilà, donc, comment ça s'appelle? Rollmaster. Rollmaster. Ouais, Rollmaster, c'est un vieux jeu. Ouais, j'en ai entendu parler en plus, mais je me suis jamais intéressé au truc. Ton meilleur souvenir autour d'une table? Récemment, mes personnages doivent, ils chaperonnent un jeune homme qui a 16 ans, et ce jeune homme fugue. Et il leur écrit une lettre hyper touchante dans laquelle il dit je vous aime beaucoup, vous avez ma confiance et tout, mais je suis amoureux, je dois partir. Et il se trouve que ce jeune homme en fait se fait kidnapper. Donc là, ils ont énormément de sentiments très forts. Ils l'aiment plus que jamais. Ils l'ont perdu. Ils se sont fait duper. Donc il y a vraiment beaucoup d'émotions. Ils peuvent plus le rattraper. Et dans la foulée, ils vont voir une magicienne. Cette magicienne, elle a 16 ans. Et ils l'engueulent, tu vois. Ils disent, nous, on a besoin de le retrouver, tu vois. Et elle dit, mais pourquoi vous m'engueulez, tu vois. Elle se met à pleurer. Et ils sont de plus en plus énervés parce qu'elle les aide pas, parce qu'ils se mettent à pleurer. Et il y avait vraiment beaucoup d'émotions tout le temps. Et ils étaient vraiment tous énervés. Et ils disaient, oh, écoute, il faut qu'on se calme et tout. Non, voilà. Donc, en fait, ce type d'émotion, je trouve ça très intéressant. Et en fait, il y a quelque chose que j'essaie de faire. J'essaie de mettre de l'amour dans mes jeux. Voilà, que les gens s'aiment pas forcément de l'amour et après on va baiser, tu vois, mais ça peut être de l'amour entre un mentor et un disciple, ou entre deux humains, tu vois, qui se jurent fidélité, qui s'estiment dans leurs compétences. C'est quelque chose que je gère très 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 mal, déjà à titre personnel et aussi dans les fictions et en particulier dans les jeux de rôle. Donc je travaille là-dessus. De l'humain, finalement. Tu sais mettre de l'humain. Oui, de l'humain, mais surtout de l'amour. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué d'un mec qui s'appelle Sandy Peterson, qui est un grand créateur de jeux de rôle, qui a créé en 1982 l'appel de Cthulhu, qui est vraiment la revanche, l'anti-Donjons et Dragons, et qui malheureusement est devenu un républicain aujourd'hui, MAGA. Donc voilà, mais il a dit une phrase que j'adore, que je dis:
comment se fait-il, c'est une question, comment se fait-il que le jeu de rôle parle de tout, sauf de la seule chose autour de laquelle tout le monde tourne, c'est-à-dire l'amour. Voilà. Et George R. R. Martin aussi l'a dit d'une façon assez intéressante, c'est comment se fait-il que les gens acceptent complètement qu'une hache rentre dans un torse, mais qu'un pénis ne rentre pas dans un vagin, quoi. Ouais. Ok, sacré Georges. Ouais, il a toujours de bonnes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'amour et la sexualité, dans un deuxième temps, c'est un sujet particulier. Et c'est vrai que déjà la différence culturelle entre les Américains et les Européens est grande. Ouais. Mais l'amour en particulier, la sexualité dans un deuxième temps, c'est vraiment des thèmes complètement négligés dans le genre. Et c'est pour ça, je pense que ça perce pas autant que ça aussi. C'est-à-dire que effectivement, le fameux middle management dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va dire mais elle est où l'émotion, tu vois, voilà, il va te dire ça, elle est où l'émotion, et donc oui, il faut travailler sur le fait de mettre de l'émotion, quoi. Que dirais-tu à quelqu'un persuadé que ce n'est pas pour lui? Le jeu de rôle? Ouais. Bah cherche pas, ouais, va ailleurs. Non mais en vrai honnêtement, si tu kiffes le basketball, les jeux vidéo, je sais pas, marcher dans la nature, vraiment la vie c'est court, fais ce que tu aimes. Vraiment, je cherche pas à évangéliser du tout. Si tu devais résumer le jeu de rôle en une phrase, laquelle choisirais-tu? Je raconte des histoires à... Non, c'est pas ça. Oui, je fais jouer des histoires à des gens qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, en gros. C'est-à-dire que je mets des gens dans des histoires dont ils ne connaissent pas la fin. Que choisis-tu? Un monde sans film ni série, un monde sans jeu de rôle, un monde sans musique? Un monde sans musique? Mais non, c'est affreux, ça. Ouais, un monde sans jeu de rôle, ouais. Ah ouais, enfin, il y a des films qui sont incroyables, quoi. Je veux dire, moi, il y a vraiment le meilleur film du monde est vraiment meilleur que le meilleur jeu de rôle du monde. Il y a vraiment, enfin, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est des œuvres. Enfin, un film, c'est quand même une œuvre hyper complète. Un grand film, c'est un film qui va porter un message hyper longtemps, qui va définir parfois des codes visuels sur des années dans plein de systèmes. Donc moi, non, au contraire. Alors les séries, je suis pas très fan, mais ouais, un bon film, ça c'est de véritables œuvres d'art, ça c'est certain. C'est quoi ton film préféré? Je peux vous dire un film que je peux te dire un film que j'aime bien, c'est Battleship. Battleship, ok. Tu connais ou pas? Bien sûr. Non, ouais, j'aime bien John Carter aussi. Ouais, pour citer deux films avec Taylor Kitsch sur le premier rôle. Non, mais c'est pas des films qui définissent une génération. Tu vois, j'aurais pu te dire 2001, c'est de l'espace, tu vois, les Spielberg. J'adore comment Spielberg filme la banlieue américaine, tu vois. Mais vraiment, tu me dis, on mange des pizzas, on va regarder John Carter. Je passe la soirée de ma vie, tu vois. Vraiment, beaucoup plus agréable qu'une soirée jeu de rôle. Hein. On a nos petits plaisirs coupables, y a pas de problème. Je ne juge pas. Alors, on va se faire une petite conclusion. Le jeu de rôle te permet-il parfois de mieux comprendre qui tu es, ou au contraire d'échapper à toi-même? C'est un peu complexe. C'est une question qui est très très compliquée parce que le paradoxe dans la vie, c'est qu'on a tous des masques et à un moment on met un masque et ce masque-là, c'est ce qu'on est vraiment. Tu vois. Ça c'est le fondamental, mais ça s'applique pas spécifiquement au jeu de rôle. Donc effectivement, le jeu de rôle souvent, ça fait partie des outils, mais il y en a plein dans la vie qui vont te permettre à un moment d'être vraiment toi-même, paradoxalement, tu vois. Et voilà, donc je dirais, en fait, toujours moi, rester simple, basique. Le jeu de rôle peut permettre à des gens dans des hôpitaux psychiatriques, par exemple, de parler aux autres. Surtout si les règles font une demi-page. Je dis ça parce que chaque année, il y a un séminaire qui est organisé par des gens qui travaillent justement en milieu hospitalier et qui utilisent spécifiquement Aria, le jeu que j'ai créé, parce que c'est un jeu qui n'est pas basé sur les calculs mathématiques et qui est basé sur des choix à faire. Voilà. Et donc c'est simple, c'est accessible effectivement, et ça permet une sociabilisation, ça permet une prise de parole, d'initiative, ça permet de se reconstruire, ça permet de rire aussi. Non, en fait, tout ça, pour moi, enfin, c'est une des discussions qui m'appartiennent pas, qui sont beaucoup trop complexes. Moi, comme je suis Marvel, tu vois, c'est-à-dire, si vous jouez au jeu de rôle, vous passez un bon moment, dans ce monde actuel, c'est déjà vraiment pas mal. Voilà.
Savais-tu que de récentes études montrent que stimuler son cerveau passé 50 ans peut réduire les risques de démence comme la maladie d'Alzheimer? Donc jouer aux jeux de rôle pourrait s'avérer d'utilité publique. Alors non seulement j'ai 48 ans, donc je m'approche de cette limite fatidique, mais je me suis mis récemment à apprendre l'arabe. Le vrai arabe énervé, tu vois. Vraiment, alors, langue ultra complexe. C'est quand on aime les jeux et les énigmes, c'est parfait. Et effectivement, ça me maintient bien éveillé. C'est le truc le plus dur de ma journée, quasiment. C'est une page d'arabe. Je veux bien croire. Voilà. Ouais, bah écoute, je te souhaite bien du courage. Non mais voilà, donc vous pouvez jouer au jeu de rôle pour vous maintenir, mais apprendre le chinois ou l'arabe ou une langue étrangère, c'est bien costaud aussi. Ouais. Ou jouer au jeu de rôle en parlant arabe ou chinois. Alors je fais des actual play et je regarde parfois des actual play arabes effectivement, et aussi actual play japonais. Je vous invite à regarder je parle pas japonais, mais ça va être super expressif comme on l'imagine. Ben c'est très. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu connais un peu les jeux vidéo ou pas? Oui. Dans le jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle le jeu de rôle. Donc il y a des jeux de rôle jeux vidéo. Et il y a aussi le JRPG, c'est-à-dire le jeu de rôle japonais. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que comme FF7. Le japonais, c'est un pays qui est assez isolé culturellement, d'une certaine façon. C'est-à-dire que leur culture se diffuse, mais elle ne pénètre pas trop. Alors les gens vont me dire, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, quand je vais par exemple à des conférences internationales du jeu vidéo, tout le monde s'exprime en anglais, sauf les japonais, qui ont le droit de parler japonais, tu vois. Donc c'est vraiment une sorte d'hermétisme, tu vois. Et parce que je lutte contre ça, en fait. Toi qui es dans le doublage, moi je milite pour que quand t'es français et que tu dois t'exprimer sur des sujets éminemment techniques, tu as le privilège de t'exprimer en français et qu'ils payent un traducteur. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la conquête du modèle américain sur le monde occidental, il se voit aussi dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que le fait qu'on joue à Donjons Dragons ou qu'un jeu comme Chronique oubliée, qui est une fierté française, soit quand même Donjons et Dragons light, c'est pas glorieux d'une certaine façon, tu vois. Il y a eu des créations françaises, il fut un temps, comme Maléfice, créations allemande comme L'œil noir, un petit peu différent de Donjons et Dragons, mais ça se rapproche un petit peu, ou une création très brillante anglaise qui est Warhammer 40K, des univers incroyables, tu vois. Donc il y a une résistance intellectuelle, mais il y a quand même une grosse perméabilité, et dans les actual plays c'est un peu pareil. Les actual plays japonais sont très différents. C'est des actual plays en forme de visual novel, c'est-à-dire c'est des personnages animés, on voit pas les acteurs, et quand ils parlent il y a un petit personnage qui apparaît, donc on a l'impression de regarder un dessin animé. Ça m'a tellement séduit que j'ai essayé de le reproduire à un moment, on a fait l'expérience, c'était très bien. Ah cool, voilà. Trop bien. T'as une chaîne ou un truc à recommander pour les actual plays? Ouais, Game of Roll bien sûr, c'est mon actual play. Game of Roll. Vous pouvez le réécouter puisque vous écoutez en podcast en ce moment. Vous pouvez l'écouter soit sur YouTube, soit en podcast. Voilà. Et ben voilà. Merci pour cet éclairage au candélabre lustré sur un univers parfois bien flou pour le commun des mortels. Ouais, le jeu de rôle c'est pas toute ma vie. Je fais du jeu vidéo, je fais d'autres choses, mais j'aime raconter des histoires. Mais c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui fonctionne bien. Enfin, en ce moment c'est la mode, ça marche bien. Je vais pas m'arrêter. Je sais pas, dans la Bible il y a la parabole des talents et c'est un péché de pas ramasser le trésor qui est par terre, tu vois. Voilà. Donc je l'exploite. Voilà. Tu reviendras, on parlera du reste. Ouais, volontiers, ouais. Allez, salut l'artiste. Salut.